On parle de plusieurs milliards de dollars détournés. Massive embezzlement of billions of dollars from the 1MDB state fund was one of the world's biggest financial scandals. Charges related to the 1MDB scandal. L'un des plus gros scandales financiers de l'histoire. The multi-billion-dollar 1MDB scandal. Détournement de fonds qui aurait permis de financer le loup de Wall Street. Lui, c'est Jolo. Ce gars-là, il paye pas de mine, et pourtant, il a réussi à détourner plus de 4,5 milliards de dollars de son propre pays. Roulant sous le cash, il avait littéralement plus de pouvoir d'achat que n'importe qui sur Terre. Boîte de nuit, casino, il avait la réputation d'être inarrêtable. Il a vécu une véritable vie de luxe et rien ne semblait trop cher. Œuvres d'art, villa, jet privé, yacht, tout était à sa portée. Il s'est fondé un véritable empire, allant même jusqu'à s'infiltrer dans l'industrie de la musique et des productions hollywoodiennes, finançant même le film Le Loup de Wall Street avec DiCaprio. Et il a réussi tout ça quasiment avant ses 30 ans. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus recherchés au monde. Voici l'incroyable histoire de Jolo. Île de Penang, Malaisie. C'est ici que Jolo a grandi. C'était un adolescent moyen, comme beaucoup d'autres. Enfin, son daron était quand même millionnaire et l'a envoyé dans les meilleures écoles de la planète. En 98, c'est direction l'Angleterre, où Joe intègre la prestigieuse école de Harrow. Dans sa famille, s'il y a bien quelque chose qui ne manquait pas, c'était l'argent. Pour la Malaisie, leur fortune était colossale. Mais sur les bancs de l'école, elle semblait ridicule en comparaison de celle des autres familles. Nombreux élèves étaient issus de la royauté du Moyen-Orient, et d'autres venaient de puissantes industries. Et Joe, il ne rêvait que d'une chose, se faire accepter et rejoindre l'élite, les 1% de la population qui contrôle 99% des richesses mondiales. Il était prêt à tout, quitte à mentir et à exagérer sa richesse. Une fois, il invita ses camarades à venir en Malaisie, et il s'est arrangé pour qu'un ami très fortuné de son père leur prête un yacht. Il a même remplacé toutes les photos de famille à bord par les siennes. Par la suite, il intégra l'université de Wharton State. Il écrivait des articles financiers pour le journal de la fac. Il semblait avoir un don pour la finance. Il arrivait toujours à dénicher les bonnes actions. En réalité, il ne faisait que copier les articles de traders du journal de Wall Street. Mais bon, personne n'a jamais rien capté. En parallèle, il organisait des grosses soirées pour ses riches amis de la fac. Il leur réservait toujours un traitement VIP. Mais c'est pas donné ce genre d'événement. Donc, merci papa pour le financement. Durant cette période, il a appris deux choses essentielles. Premièrement, les gens aiment se sentir importants. Fais en sorte de les chouchouter et ils deviendront accros à ta présence. Tu deviendras alors indispensable à leurs yeux. Deuxièmement, être fortuné et avoir de l'influence, ou tout du moins en avoir l'apparence, ouvre énormément de portes. Une rumeur commença à circuler. Joe serait un prince de Malaisie. On ne sait pas vraiment s'il en est à l'origine, mais une chose est sûre, il ne l'a jamais nié. Bon, imagine, tu crées ta boîte parce que tu veux te faire un max de thunes, et t'appelles ton entreprise un max de thunes. C'est exactement ce que Joe a fait juste après avoir obtenu ses diplômes. Son entreprise, Win a Ton Group, pour Win a Ton of Money. Au fil du temps, il avait réussi à se développer un réseau de contacts influents, notamment dans le Moyen-Orient, où il rencontra des membres de familles royales. Il était fasciné par leurs fonds souverains. Attends, c'est quoi un fonds souverain ? C'est une grosse somme d'argent gérée par un État. C'est investi souvent dans des entreprises ou des actifs à travers le monde, pour, en théorie, faire croître les richesses du pays. Généralement, c'est un État qui est dépendant d'une seule ressource, comme au Moyen-Orient, dont l'économie dépend principalement du pétrole. En plus de ça, le fonds souverain peut emprunter de l'argent, et donc investir à crédit. Enfin bref, on parle d'une montagne de cash, des milliards de dollars, et bien souvent, c'est pas vraiment transparent la façon dont cet argent est utilisé. Et tout ça, Joe, il l'a très bien compris. Si seulement lui aussi pouvait gérer un fonds souverain pour la Malaisie, là, il serait vraiment le king. Mais comment faire ? T'inquiète pas, il avait déjà un plan en tête, et son précieux réseau de contacts allait faire toute la différence. Le meilleur ami de Joe, c'est Riza Aziz. Il l'a connu à l'école, en Angleterre. Et son beau-père, c'est pas n'importe qui. Najib Razak, député Premier ministre malaisien.
C'est la plus haute position avant le poste suprême de Premier ministre. Bon, il y a aussi un roi, mais il n'a pas vraiment de pouvoir. Joe savait donc qu'il avait un coup à jouer. Avoir un homme aussi puissant que Najib dans ses relations ne pourrait lui être que bénéfique. Il allait tout faire pour obtenir sa confiance. Ça tombe bien, le gouvernement cherchait désespérément des investisseurs étrangers pour un gigantesque projet de construction dans la capitale. Bingo, c'était l'ouverture que Joe attendait. Il contacta immédiatement son réseau dans le Moyen-Orient et un deal fut rapidement bouclé. Malin, Joe laissa habilement retomber toute la gloire de ce projet sur Najib. Le député Premier ministre avait maintenant la réputation d'être l'homme qui faisait avancer toute l'économie du pays. Il devenait de plus en plus populaire, tellement qu'en 2009, il fut élu Premier ministre. Pari gagné pour Joe. Il avait maintenant obtenu toute la confiance d'un des hommes les plus puissants du pays. Il n'allait pas tarder à s'en servir à son avantage. Joe approcha le Premier ministre avec une idée simple. Najib, et pourquoi pas créer un fonds souverain ? Ici, en Malaisie, comme ceux du Moyen-Orient. Imaginez le développement économique, les créations d'emplois, et en plus, les possibilités d'investissement sont phénoménales. Bon, et si c'était pas assez pour le convaincre, Joe avait d'autres arguments. Disons que le fonds souverain pourrait avoir des fonctions secrètes, comme par exemple le financement de votre campagne politique, Najib. Était-ce illégal ? Absolument. Mais personne n'en saura jamais rien. Enfin, c'est ce que tous deux pensaient à ce moment. Eh bien, le Premier ministre n'hésita pas très longtemps. Qui aurait pu refuser une telle offre ? Pas lui en tout cas. Et c'est ainsi que le Fonds souverain de Malaisie 1MDB fut créé. Techniquement, Najib en était le président et Joe un simple conseiller non officiel. Mais en réalité, c'est Joe qui tirait toutes les ficelles. Najib avait en lui une confiance aveugle. Joe suivait son plan à la lettre. D'abord, faire en sorte que le Premier ministre soit élu, ensuite, l'aider à consolider son pouvoir, enfin, se rendre indispensable auprès de lui en lui prodiguant de bons conseils. Il était maintenant temps que 1MDB passe à la caisse. Grâce à ses connexions, Joe avait déniché un investissement en or. Noir, un projet pétrolier avec un prince saoudien et la société Petro-Saudi. À l'époque, 1MDB avait un budget de 1 milliard de dollars. Mais combien fallait-il investir exactement ? La totalité, les 1 milliard, c'était all-in. Maintenant, imagine, t'as le Premier ministre qui mange dans le creux de ta main. Qu'est-ce que tu aurais fait ? Eh bien, pour Joe, la question était vite répondue. Un mois plus tard, l'affaire était quasiment conclue. Il ne restait plus qu'à transférer les fonds. Joe envoya 300 millions sur un compte associé avec la société Petro-Saudi. Quant aux 700 millions restants, Joe les transféra à une société appelée Goodstar Limited, société dont le compte bancaire est en Suisse et qui est basée aux Seychelles. Les Seychelles, qui sont connues pour leurs plages paradisiaques, mais aussi pour un autre genre de paradis, disons plutôt fiscal. Joe expliqua que ça faisait partie du deal. Goodstar appartenait à Petro-Saudi et Petro-Saudi avait une dette à payer, donc tout était normal quoi. Bon, et si tu trouves ça louche et que tu commences à te poser des questions, eh bien, sache que t'aurais jamais été embauché par Joe pour gérer le fonds souverain. Mais au final, t'as bien raison de douter. Goodstar était en réalité ce qu'on appelle une société écran offshore, Shell Company. En bref, c'est une société qui n'est pas basée dans le pays où elle est enregistrée, mais dans un pays offrant une fiscalité avantageuse. Et bien sûr, elle n'est pas non plus soumise aux mêmes règles que les sociétés implantées dans le pays où elles sont enregistrées. Vraiment l'idéal pour pratiquer l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, ou éventuellement le détournement de centaines de millions de dollars d'un fonds souverain. En plus, Goodstar avait un statut juridique particulier. C'était une société par action au porteur. Normalement, dans une entreprise par action classique, le nom des actionnaires figure sur le registre du commerce. C'est une information publique quoi. Dans le cas d'une société par action au porteur, celui qui possède le certificat papier de l'action en est l'actionnaire. Comme tu l'imagines, c'est un système très opaque. Il est difficile de savoir qui dirige réellement ce type d'entreprise. Et il n'y avait qu'une seule action chez Goodstar. Et qui avait en sa possession le seul et unique certificat papier de l'action d'une valeur de, désormais, 700 millions de dollars ? Eh oui, c'est Jolo. Mais ça, c'était un secret bien gardé. D'ailleurs, ça te fait penser à quoi Petro-Saudi ? Une entreprise nationale pétrolière, non ? En réalité, elle n'avait aucun lien avec le fonds souverain d'Arabie Saoudite. Elle n'avait pas non plus accès au pétrole du pays, tout comme le fameux prince qui n'en était pas du tout un.
Tout ça était en fait une manœuvre orchestrée par Joe et ses complices saoudiens. Ces derniers ont d'ailleurs touché 100 millions de dollars pour leur collaboration sur ce dossier. Joe était très doué pour créer ce genre de société bidon et pour donner l'impression qu'il bénéficiait du soutien de fonds souverains du Moyen-Orient. Pour être sûr que personne ne sonne l'alerte dans l'équipe dédiée à la gestion du fonds AMDB, Joe a simplement embauché des connaissances qui lui étaient fidèles et des personnes facilement corruptibles. Bon bah voilà, sur le papier, les 1 milliard étaient investis, tout semblait se dérouler comme prévu. Personne ne posait de questions, à part toi bien sûr. Cela avait été facile, presque trop facile même. Joe avait désormais réussi un incroyable exploit, mais ce n'était que le début. Il n'était pas encore milliardaire, mais il allait tout faire pour y parvenir. Bon, Joe avait maintenant 600 millions en poche. Mais pour amasser encore plus d'argent, il allait avoir besoin d'aide. Malgré son immense réseau, ce qui lui manquait, c'était quelqu'un de très influent dans le monde de la finance. Quelqu'un avec une morale, disons, assez souple et des scrupules quasi inexistants. Ce quelqu'un, ce n'était d'autre que Tim Lessner, chef de la division Asie de la banque Goldman Sachs, fameuse banque d'affaires dont la réputation n'est plus à faire. Tout comme pour le Premier ministre, Joe n'a pas eu de mal à convaincre le banquier. Il lui a fait goûter à la vie de luxe, déplacements en jet privé, séjours dans d'incroyables palaces, introduction à des membres de familles royales dans le Moyen-Orient. Le banquier n'a pas résisté bien longtemps. Le plan était le suivant. Avec l'aide de Goldman Sachs, AMDB allait émettre des obligations dans le but de financer l'achat de centrales électriques au charbon en Malaisie et à l'étranger. AMDB devait regrouper ses installations en une seule entité dont les actions seraient introduites en bourse en Malaisie. Seulement, aucun investisseur ne serait intéressé par ce projet de AMDB. Le fonds n'avait aucune crédibilité sur le plan international. Sa notation de crédit par les agences spécialisées était bien trop faible. En réalité, Joe savait que, sans l'appui de Tim et de Goldman Sachs, il n'avait aucune chance de réussir son coup. Mais il manquait encore quelque chose dans l'équation. L'addition d'un partenaire puissant ferait toute la différence pour assurer les investisseurs. Comme par exemple, disons, le fonds souverain d'Abu Dhabi. C'est plus de 70 milliards que ce fonds avait en gestion à l'époque. Grâce au networking de Joe et de Goldman Sachs, c'était déjà chose faite. Joe était sur le point d'atteindre de nouveaux sommets. Entre 2012 et 2013, AMDB a donc émis des obligations via Goldman Sachs pour une valeur de 6,5 milliards de dollars. À chaque fois, Joe a bien entendu utilisé la même technique bien rodée, création de multiples sociétés écrans dont les noms ressemblaient étrangement à d'autres sociétés bien connues, comme le groupe d'investissement réputé Blackstone et la société écran créée par Joe appelée Blackstone Asia Real Estate Partners. Cela permettait aussi d'éviter les soupçons des différentes banques par lesquelles les fonds transitaient lors de multiples virements internationaux. Grâce à ses connaissances et au montage financier complexe et opaque, Joe avait finalement réussi à dérober une bonne partie de cet argent. À chaque fois, les complices de Joe touchaient leur part, incluant Tim le banquier. C'était un travail d'équipe après tout. Bien sûr, il n'oubliait jamais le Premier ministre. Il ne fallait pas que Najib devienne curieux sur les détails des investissements. Encore une fois, tout semblait parfaitement en règle. Joe avait réussi l'impossible. Il était devenu le mastermind d'une des plus importantes fraudes financières de l'histoire. Disposant désormais de plusieurs milliards, il était maintenant temps d'en profiter. Joe avait maintenant plus de pouvoir d'achat que quasiment n'importe qui sur Terre. Tu vois ? Prends les 3 personnes les plus riches de la planète. Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos. Ils sont très riches. Pourtant, à la différence de Joe, une grosse partie de leur fortune est liée aux actions de leur société. Joe, lui, avait accès à des milliards en cash. Pour ça, il n'avait qu'à aller au distributeur pour rapidement exploser la limite de plafond de sa carte de retrait. D'ailleurs, c'est arrivé au Premier ministre Najib avec sa femme, juste avant Noël. Il se trouvait à Hawaï dans une boutique Chanel. Elle raffolait des bijoux et accessoires de luxe. Souvent offert par Joe, habitué à lui offrir des cadeaux somptueux pour s'attirer les bonnes grâces du Premier ministre. Une fois,
Elle aurait même reçu un bijou d'une valeur extravagante de 27 millions de dollars. Pour les petites dépenses de quelques centaines de milliers de dollars, comme c'était le cas ici, le Premier ministre utilisait une carte de crédit un peu spéciale. Elle était liée à un compte bancaire secret alimenté de quelques millions par les fonds détournés de 1MDB. Compliment de Joe. Mais au moment de payer dans la boutique, la transaction fut refusée, embarrassant Najib. La carte avait pourtant un plafond de 1 million. Il appela vite Joe qui régla le souci en un rien de temps. Et 130 000 dollars plus tard, le Premier ministre et sa femme quittèrent la boutique avec leurs modestes achats. Mais ce n'était vraiment rien en comparaison de ce que Joe dépensait. Il acheta des œuvres d'art dans tous les sens. De nombreuses villas de luxe, aux États-Unis et partout dans le monde. Il s'est aussi offert un jet privé, et même un yacht. Que ce soit en boîte de nuit ou au casino, il flambait sans aucune retenue. C'était indécent. On parle de centaines de milliers de dollars, voire parfois des millions. Et ça, chaque soir ou presque. L'argent coulait à flot. Il menait la grande vie. Mais pour Joe, le top du top, c'était d'être entouré de célébrités. Et pour ça, il était prêt à leur dérouler le tapis rouge. À Hollywood, sa réputation commençait à grandir. Un jeune ultra riche malaisien lâchait des sommes astronomiques aux superstars pour les attirer à ses soirées privées. D'ailleurs, adolescent, Joe a vu un coup de cœur sur une célébrité plus connue pour faire la fête que pour autre chose. Paris Hilton. Maintenant, ils étaient même devenus proches et passaient beaucoup de temps ensemble. Notamment, une nuit d'été, ils étaient tous les deux à Saint-Tropez. Dans une folle soirée en boîte, Joe dépensa 2 millions de dollars rien qu'en champagne. Et malgré les efforts immenses de Paris, il restait encore énormément de Magnum en fin de soirée. Las Vegas. Une fois, c'était entouré d'amis, dont DiCaprio, et une bonne vingtaine de playmates. Une autre fois, c'était un 31 décembre. Joe voulait faire un doublé, fêter 2 fois le jour de l'an dans la même soirée. Vegas, célébrités, mannequins, tous dans le jet privé. Vol, direction Sydney, party time, jusqu'à minuit. Happy New Year. Tous dans le jet privé. Hop, et c'est reparti. Retour à Vegas. On fait la même chose. Happy New Year. Mais le summum, ça restera la célébration de ses 31 ans. Tout le showbiz était présent. Les superstars d'Hollywood jusqu'aux sportifs de haut niveau. Bradley Cooper, Robert De Niro, Kanye West, Kim Kardashian, Michael Phelps. Et sans oublier Britney Spears qui est sortie d'un gâteau géant en lui chantant Happy Birthday. Rien que cette soirée aurait coûté plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais étrangement, Joe semblait être le seul à ne jamais vraiment en profiter. Il semblait plus concerné par ses invités. Joe voulait s'assurer qu'ils passaient tous un bon moment. Pour lui, c'était surtout un moyen d'agrandir son réseau, son influence et sa notoriété. Il faisait aussi énormément de cadeaux à ses amis stars. Bijoux inestimables, sacs à main de marques prestigieuses, robes de haute couture. À Kim Kardashian, il leur offert une Ferrari blanche comme cadeau de mariage. Et à DiCaprio, une œuvre d'art signée par un certain Picasso. D'ailleurs, si t'as kiffé le film Le Loup de Wall Street, tu peux faire comme Léo. Remercie Joe. Production team, Joey, Riz, and Joe, thank you for being not only collaborators, but taking a risk on this movie, truly. Car oui, le film dont le héros est un escroc de la finance, qui s'est fait une fortune en trompant son monde, a été produit par Jolo lui-même. Un mec qui a fait exactement la même chose. Plutôt ironique, non ? Joe avait aussi mis un pied dans l'industrie musicale, grâce à l'acquisition des parts dans la société EMI Music Publishing. Quelques artistes comprenaient à l'époque Kanye West, Beyoncé, Usher, Pharrell Williams et Alicia Keys. Ouais, mais pendant ce temps-là, les dettes de IMDb commençaient vraiment à s'accumuler dangereusement. Et Joe n'allait pas tarder à découvrir que son empire n'était pas aussi solide qu'il le pensait. Sur le papier, le fonds souverain IMDb avait fait de nombreux investissements, surtout grâce à des emprunts. La dette accumulait un total de presque 12 milliards de dollars. La situation devenait dangereuse pour Joe et ses complices. Sorti de nulle part, un ex-employé mécontent de Petro-Saudi est devenu lanceur d'alerte. Il contacta la presse. Des centaines de milliers d'emails controversés mettant en lumière les investissements douteux de IMDb furent relâchés. Beaucoup se tournèrent vers le gouvernement. C'est dans tout le pays que des milliers de personnes se sont mises à protester. Najib, démission! C'était leur slogan. Malgré la pression, le Premier ministre refusa. Il aurait le temps de refaire son image publique d'ici les prochaines élections, pensait-il. Ouais, pas vraiment.
les élections de 2018 ne laissèrent aucune surprise. Le peuple avait fait entendre sa voix. Défaite écrasante pour Najib. Son parti politique était pourtant au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1957. Maintenant, sa seule option était la fuite. Mais combien de temps avait-il devant lui ? Police, ouvrez la porte. Najib fut arrêté dans une de ses villas. Il s'ensuivit une saisie incroyable. Cash, sac à main, montre et une quantité énorme de bijoux. Valeur du butin, environ 275 millions de dollars. Selon Najib, c'était des donations politiques. En 2020, il fut reconnu coupable d'abus de confiance, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. Sentence, 12 ans de prison, plus 44 millions de dollars d'amende. Il fut appel de la décision, mais la justice confirma le premier verdict. L'ex-premier ministre purge actuellement sa peine. Sa dernière chance, une grâce que le roi de Malaisie peut lui octroyer. Ainsi, il n'effectuera peut-être pas toute sa sentence. Mais il fait toujours face à d'autres accusations liées à ce scandale. Quant à sa femme, elle fut également condamnée par la justice à 10 ans de prison et une amende encore plus élevée. Goldman Sachs. Pour ses services auprès de IMDb, la banque aurait perçu presque 600 millions de dollars. Montant 20 fois plus élevé que la moyenne pour ce genre de prestations financières. Les responsables devaient forcément être au courant de quelque chose. Mais devant autant d'argent, difficile de ne pas garder le silence. Une chose est sûre, la cupidité de la banque d'affaires allait lui coûter cher. Très cher. 2,9 milliards de dollars. C'est le montant du règlement amiable conclu entre Goldman Sachs et le ministère américain de la Justice. Quant à Tim Lesner, il fut condamné à une amende de 43 millions de dollars et banni à vie de la finance. Sa coopération avec la justice lui a permis d'échapper à la prison. Tu vois, dès le début, Joe avait anticipé ce genre de scénario catastrophe. Il avait été prudent. Il avait couvert ses traces au maximum lors de ses multiples méfaits. Son nom ne figurait sur presque aucun registre ou document officiel. Que ce soit du côté du fonds souverain IMDb ou des nombreuses sociétés écrans qu'il gérait, il ne voulait laisser aucune preuve de ses agissements. C'était un fantôme. Il savait que tant que Najib serait au pouvoir, il serait à peu près tranquille. Surtout, aussi longtemps que l'argent coulait à flot. Mais vu le montant des dettes de IMDb et l'amplitude que le scandale prenait, il était temps de passer au plan B. Moi, un de mes potes m'a dit... Tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en 30 secondes, montre en main si tu voyais les flics se ramener dans le coin. Et c'est exactement ce que Joe a fait. Il s'éclipsa rapidement. Avec autant de cash à sa disposition, sa cavale allait être pour le moins confortable. En revanche, sa réputation, son statut étaient perdus. Il allait se retrouver seul. Et ça, il avait du mal à l'accepter. À l'époque, Joe sortait avec le mannequin Miranda Kerr, qui bien évidemment le quitta. D'ailleurs, tous les beaux bijoux que Joe lui avait offerts allaient être par la suite remis à la justice américaine. Tout comme le beau tableau que Léo avait reçu. Mais bon, Joe était encore loin, très loin d'être tiré d'affaire. Un mandat d'arrêt international avait été lancé par Interpol. La nouvelle vie de fugitif de Joe ne faisait que commencer. C'était un homme recherché par la Malaisie, mais aussi par les autorités américaines. Mais malgré ça, Joe avait pu voyager librement. Mais comment ? Plutôt simple, il avait réussi à obtenir différents passeports, notamment de Chypre, grâce aux investissements qu'il avait fait dans le pays. Encore un paradis fiscal. Mais difficile de dire avec exactitude quel fut son parcours. Voulant sauver sa peau et sa réputation, il entama des négociations avec les autorités américaines. Et en 2019, un accord fut conclu concernant les poursuites aux civils. Saisi de tous ses biens aux États-Unis, mais sans admission de culpabilité, valeur estimée 1 milliard de dollars. Mais sur le plan pénal, c'était une autre histoire. Il était toujours accusé de blanchiment d'argent et de corruption. De son côté, le gouvernement malaisien était toujours à sa recherche. Son père étant d'origine chinoise, Joe aurait des liens étroits avec la Chine. La dernière photo qui aurait été prise de Joe, c'était à Disneyland Shanghai, la veille de Noël 2019. Il serait maintenant à Macao, territoire indépendant de Chine, connu pour ses nombreux casinos. Certaines sources disent qu'il serait assigné en résidence surveillée. D'autres pensent qu'il serait hébergé par un membre haut placé du Parti communiste chinois. Cependant, les autorités de Pékin rejettent ces théories. À ce jour, on raconte que Joe serait un homme rangé, désormais marié et aurait 2 enfants.
Cependant, la légende veut qu'il continue à mener une incroyable vie de luxe. Mais cette fois-ci, bien loin des stars et des projecteurs. Abonne-toi pour plus de contenu.